Allez, bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Ma Camargue bien-aimée que vous retrouverez sur HWM TV, Horizon Web Média. Voilà, une émission que nous faisons tous les mois où à travers cette émission, nous allons voir des personnages qui à chaque fois nous racontent un petit peu leur histoire, leur passion. Voilà. Et aujourd'hui, la passion, elle est chez Renaud Venueza. Bonjour Renaud. Bonjour Régine. Et Renaud a une passion, c'est un manadier, comme un manadier avec ses taureaux. Et puis, il a une autre passion, c'est qu'avec ses chevaux de Camargue, il fait des spectacles équestres. Franchement, si vous êtes dans la région, quand il fait son spectacle, allez le voir, parce que c'est vraiment, vraiment très, très joli. Et ça prouve qu'avec le cheval de Camargue, on peut en faire ce qu'on veut, en gros. De faire de belles choses, parce que le cheval de Camargue, c'est l'ami du taureau, mais c'est l'ami de l'homme, et autant en gardien qu'en spectacle. Voilà. Mais j'aimerais, Renaud, que tu nous dises un petit peu, juste deux mots, sur la vie de manadier. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais qu'on a fait déjà des manadiers, mais j'aime bien quand même de le répéter pour les gens qui ne connaissent pas bien la Camargue, quand même qui sachent ce que c'est que manadier avec ses taureaux. Alors la vie de manadier, c'est d'abord une vie de passion. Alors on aime nos chevaux, on aime nos taureaux, on fait tous les actes qu'on a le jour, la nuit, quand on se réveille la nuit parce qu'on pense à améliorer quelque chose pour que nos bêtes soient bien. On se bat au quotidien pour que nos traditions durent parce qu'on aime nos bêtes et on a besoin que nos bêtes travaillent dans des bonnes conditions pour pouvoir les garder. Et moi personnellement, ce qui me plaît, et souvent on me pose la question, est-ce que tu préfères les chevaux, est-ce que tu préfères les taureaux? Et en fait, moi je ne peux pas imaginer l'un sans l'autre. Voilà, tu parlais de notre spectacle. Notre spectacle il s'appelle La Camargue en liberté, et c'est pas un hasard. C'est que la Camargue, ça doit et ça devrait rester un espace de liberté. Et voilà, c'est comme tu l'as si bien chanté, que la Camargue est belle, mais la Camargue est belle parce qu'on a d'abord cette nature qui est extraordinaire et ces animaux qui nous permettent de chevaucher. Notre cheval nous permet d'aller dans ces espaces qui sont fantastiques, récupérer, à camper et voir tous ces taureaux. Et ces taureaux qui sont des animaux extrêmement intelligents. On ne le dit pas assez. Voilà, c'est des bêtes qui analysent énormément les choses, qui ont une capacité de comprendre d'abord nous, les hommes, les situations. Moi, j'ai des taureaux des fois qui s'échappent, qui peuvent partir à un endroit, puis retrouver l'endroit où ils étaient tout seuls 2 jours après. Donc voilà, il y a des tas de choses qui font que cet animal, il est extraordinaire et vraiment, il mérite qu'on vive avec. Voilà. Je parle du cocardier. Ce qui me plaît, c'est que quand il rentre dans l'arène, alors je parle du cocardier, pourquoi? Parce que le cocardier, il est déjà fait, il a déjà l'expérience, et quand il rentre dans l'arène, il sait où il va. Et quand il sort dans l'arène, il est fier quand il sort, et puis en disant au raseteur, vous voyez, je suis là, venez me chercher maintenant. Enfin, moi, je le vois comme ça, et ça prouve l'intelligence du taureau. Oui, tout à fait. Et même pour aller plus loin, quand il rentre au toril, on sent sa fierté aussi. Et nous, on est privilégiés quand on va débarquer notre taureau le soir. La plupart du temps, quand ils ont fait un gros quart d'heure ou un truc comme ça, ils sortent, ils font 30 mètres, et puis ils s'arrêtent, ils nous regardent en haut du camion. Il y a un moment de silence, et puis ils repartent. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, je me souviens de la dernière course de Mesrine, qui était un de mes taureaux les plus importants, qui était un cocardier quand même de valeur, et qui a subi une blessure à un moment donné, qui s'est cassé le pied. On l'a soigné, on a fait venir le vétérinaire, des ostéopathes, etc. Ça a pris du temps, on a mis 2 ans pour le remettre sur pied. On l'a refait courir, et vu son âge, et vu ses blessures, et revenir à haut niveau, c'est toujours difficile, et ça s'était pas très bien passé. Et sur la course, il y a une partie du public qui a commencé à siffler le taureau quand il n'a pas donné le rendu. Je l'ai très très mal vécu, et immédiatement j'étais voir, c'était Jacques Valentin, c'était au Gros du Roi, au micro. Je lui ai dit, écoute, j'avais écrit un petit texte, j'ai dit voilà, on a essayé, on a tout fait pour le remettre sur pied, on n'a pas pu, c'était sa dernière course, et on l'a arrêté. Et ce soir-là, quand je l'ai débarqué, et justement, que j'ai les images, alors avec les téléphones aujourd'hui on le filme, et j'ai ces images, c'est des moments fabuleux
où il te dit merci, quoi. Il te dit, voilà, ben, on a fait, tu as tout fait pour me soigner, mais je peux plus, donc c'est le moment de s'arrêter. Ben, aujourd'hui, Mesrine, il a 25 ans, il est en pleine forme, voilà, il est il est avec son compagnon Bail, qui a fait une belle carrière aussi, et tous les deux, ben, ils attendent leur belle mort et de belle façon. Alors en parlant de mort, il faut savoir, enfin je ne sais pas si les manadiers le font toujours, mais je sais qu'à une époque, le taureau, la tradition voulait que le taureau soit enterré debout face à la mer. Oui. Hein. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours. Alors bien sûr, je suppose que c'est pour les grands cocardiers. Hein. Et pour vous dire qu'en Camargue, le taureau est roi. Le taureau, vous avez des statues dans les ronds-points de taureaux. Vous avez sur les affiches, quand il y a les affiches sur une course camarguaise, vous avez le nom du taureau qui est écrit plus gros que celui du raseteur, de cet homme en blanc qui essaie de valoriser un petit peu ce taureau. Et je trouve ça extraordinaire que le taureau est roi. Voilà, en Camargue. Voilà. Alors je le dis bien fort parce que ceux qui ne connaissent pas les taureaux mélangent un petit peu le taureau espagnol et le taureau camarguais. Donc c'est vrai qu'en Camargue, on ne tue pas le taureau. Le taureau est roi, le taureau il fait une carrière. Voilà. Après, chacun a ses traditions. C'est pas ni une critique ni rien parce qu'au contraire, moi je vais voir des corridas aussi. Donc de ce côté-là, il y a aucun souci. Mais il faut quand même mettre les choses à sa place. Le taureau de Camargue sert à une chose et le taureau espagnol sert à une autre chose. Voilà. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est... Voilà, moi aussi. Donc, je voulais savoir, c'est quoi les couleurs de la manade? Alors c'est blanc dominant, c'est-à-dire c'est blanc et cru. Et c'était des couleurs qu'on choisit le jour de l'enterrement de mon grand-père, où j'avais mon oncle, après l'enterrement, on s'est réunis en famille, on a mangé un peu. Il avait un petit peu bu, voilà, il faisait passer sa peine un peu comme ça. Et on parlait justement, moi je venais d'acheter mes premières vaches, je venais de démarrer, et alors les couleurs et pas les couleurs de la manade, et il ne s'arrêtait pas de dire blanc dominant, blanc dominant, blanc dominant, et du coup c'est resté. Voilà. Et c'est mon tonton Gérard qui est parti aussi aujourd'hui, mais qui a choisi ces couleurs. Voilà, parce qu'il faut savoir que chaque manade a ses propres couleurs. Hein. On fait des garrots. Hein. Ça a un autre nom, je crois. C'est de devises, garrots. Voilà, très, très beau avec du tissu. Voilà. Et chacun a ses couleurs. Chaque manade a ses couleurs. Voilà, je trouve que bien, après, c'est une reconnaissance de reconnaître la manade, quoi. Comme le taureau, l'anouble, anouble, ça veut dire qu'il a un an. Quand on le marque, c'est obligatoire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais là-dessus aussi, j'aime bien d'insister. On est obligé de marquer les taureaux. Et ne vous inquiétez pas, l'anouble, quand on le marque, c'est vrai qu'il y a des anoubles qui crient, mais qui crient parce qu'ils ont eu peur, ils ont peur parce qu'on les attrape. Je pense que si on vous attrapez, vous feriez pareil, vous vous débattrez. Donc là, c'est exactement pareil. L'anouble, on l'attrape, on le marque. Il y en a qui crient et il y en a qui crient pas non plus. Donc une fois, j'étais à une manade et justement, j'expliquais ça. Et j'ai dit aux gens, vous avez rien remarqué à cet anouble? Alors non, je dis, vous avez vu cet anouble, il n'a pas crié du tout. Ah oui, mais j'ai dit, ça prouve qu'on y fait pas mal. Il faut savoir qu'un anouble a 4 peaux et que le fer ne va pas jusqu'à la 4e peau. C'est simplement ceux qui se font tatouer, je pense que ça doit faire plus mal. Donc ne vous inquiétez pas, on ne martyrise pas nos anoubles, nos taureaux, puisque le taureau, c'est le manger du manadier. Donc au contraire, le taureau, comme je disais tout à l'heure, le taureau est roi. Voilà. Alors du taureau, on va passer au cheval. Ouais. Il a un nom, Il s'appelle Isaac. Isaac. Isaac, tu vas bien? Un jeune étalon Camargue. Ah, bien. Alors tu veux expliquer, dire un petit peu de mots sur ton spectacle qui s'appelle Camargue en liberté, c'est ça? Oui. Alors ce spectacle, je l'ai créé il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé l'élevage. Alors d'abord, il fallait gagner sa vie. Et puis j'ai toujours aussi aimé partager mon quotidien, mon mode de vie et notre mode de vie, parce que bien évidemment, je ne le fais pas seul, je le fais avec mes amis, avec ma famille. Et le spectacle a évolué au fil des années, au fil du temps, avec l'apparition de nos enfants qui ont apparu en piste, puis qui ont grandi. Alors les gens me disaient, mais la petite qui est montée derrière toi, elle est où? Elle est là, mais elle a 25 ans maintenant. Donc elle a fait d'autres choses, elle a évolué. Mais après, il y a d'autres petits qui arrivent. J'aime bien mélanger dans le spectacle. Le spectacle, il raconte l'histoire. Alors on part de l'histoire de Folco et Crème Blanc.
voilà, qui est quand même une histoire mythique et référente en Camargue. Et il y a il y a des bouquins, il y a des films et qui donnent une référence à tout ça. On fait la rôde des juments, c'est-à-dire une simulation du dépiquage du blé à l'ancienne par les juments. Quand à l'époque, dans les masses, il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses, le blé était fauché, amené dans la cour du mas, et les juments tournaient en rond toute la journée pour séparer le grain du blé. Donc on a ça, et puis petit à petit, on vient à l'époque d'aujourd'hui. On a les jeux traditionnels, le jeu du bouquet, le jeu des oranges, le saut de cheval à cheval, tous ces jeux-là. Et on finit par un tableau qui me tient à cœur. C'est un tableau avec les juments et les taureaux qui sont en liberté, en troupeau, où on leur fait faire une chorégraphie, une petite, un espace naturel où ils évoluent ensemble, où ils se séparent, où ils se retrouvent. Et symboliquement, voilà, c'est important. Et on finit le spectacle justement par la transmission aux générations futures, où je remets mon chapeau et un trident aux enfants qui sont sur place. Et c'est à eux de transmettre et de promouvoir notre culture, notre passion et de vivre ce moment-là. Et le spectacle est clôturé par les enfants. Et symboliquement, je trouve que c'est important parce que voilà, on en a besoin. Et vu le contexte actuel, c'est encore plus important. Moi, je me bats certes pour nous aujourd'hui, mais surtout pour que nos enfants puissent vivre ce qu'on a vécu. Et de bonne manière. Pas, voilà. Et ça sera dur, mais c'est un combat, mais comme tous les combats, il faut y croire. On va y croire. On y croit d'abord, de toute manière. Alors en parlant de ces traditions qu'on a toujours peur que ça s'en aille, je sais qu'André Brendu, qui est maire de Haut-Bord, a lancé une pétition sur sauver les traditions, sauver notre culture, sauver... Alors, est-ce que toi, tu en sais un petit peu plus? Où on en est? Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'assurance. Les assureurs ne veulent plus assurer les manadiers. Donc alors là, ça veut dire que si on n'a plus d'assurance, il n'y a plus de taureaux dans les rues. Il y a cette maladie qui vient d'arriver. Tout ça, c'est un peu embêtant. Hein? C'est tout ça, ouais, comme tu dis, c'est très embêtant. Alors on a déjà les problèmes du quotidien qui sont parfois embêtants, mais là ça rajoute des couches. Alors bon, la maladie, c'est un problème national et on croise les doigts pour que ça ne nous arrive pas, mais bon, ça reste encore à ce jour assez éloigné. Donc bon. Oui, mais en attendant, on ne peut pas sortir nos taureaux. Voilà, c'est ça l'embêtant. On a fait le choix jusqu'au 1er décembre de ne pas sortir les taureaux par précaution, on sait très bien. Après, le plus grave, à mon sens, en ce moment, c'est Groupama qui a complètement lâché, qui était l'assureur historique, et qui alors non content de lâcher les manadiers. Moi, ça faisait 40 ans que j'étais assuré chez Groupama. J'étais plutôt fidèle à mon assureur, et c'est quand même une grosse déception. Mais le plus grave, c'est aussi que les clubs taurins ont été lâchés, les comités des fêtes ont été lâchés. Et on parle en ce moment beaucoup des manadiers, mais il y a aussi tous les organisateurs. Et s'il n'y a pas d'organisateurs qui nous font travailler, on ne travaillera pas plus non plus. Donc, alors, les solutions qu'on a aujourd'hui, on a un courtier Dolce Vita qui va nous rencontrer. Moi, j'ai rendez-vous mercredi avec et on va probablement trouver des solutions à court et moyen terme. Maintenant, sur le long terme, on ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas s'il y a une compagnie qui va s'engager sur le long terme. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Après, moi, je pense qu'on a aussi tous ensemble, managers, gardiens, organisateurs, jeunesse, une vraie réflexion à avoir sur ce qu'on a connu. Et il y a peut-être des choses il faudra faire une croix dessus et puis revenir à des choses un peu plus vraies, à des trucs un peu plus fondamentaux. Une abrivade, c'est mener les taureaux de la course jusqu'aux arènes et les bandir le soir. Voilà. Et peut-être qu'il faut éviter de faire des allées-venues, des va-et-vient et des spectacles d'abrivade à midi, puis un à 16h, puis un à 18h, puis un à 22h, puis un à minuit. Forcément, on accentue les risques. Alors que s'il y a un passage des taureaux, les gens sont vigilants, ils savent que les taureaux vont passer. Ça va passer, c'est fini. Aujourd'hui, ça dure beaucoup plus longtemps, ça va, ça vient. On se déconcentre, on perd son attention et sa vigilance. Donc forcément, parce que c'est bien souvent, la plupart des accidents sont bien souvent des manques de vigilance. On est distrait, on blague, ou on est au téléphone,
Voilà, ça engendre un choc et qui est souvent fatal. C'est quand même très peu souvent le taureau en lui-même ou le cavalier en lui-même C'est surtout la personne qui se trouve au milieu et qui n'a pas le truc de se lever, quoi. Euh, Pour revenir à la pétition qu'a lancée André Brundu et qui est une très, très bonne initiative, hein, c'est justement que la responsabilité légale à ce jour, elle est de toute façon incombée au manadier. Parce que la loi dit qu'un animal, quelles que soient les circonstances, c'est son propriétaire qui en est responsable. Bon, là on est sur des parcours où aujourd'hui les parcours sont fermés, il y a une bombe avant, il y a souvent un signal sonore ou un texte qui est dit, on dit attention, les taureaux vont être lâchés, soyez vigilants, etc. Et ben voilà, alors ils n'écoutent pas trop, ils sont au milieu, donc il y a quand même un engagement de la part des gens qui sont sur le parcours d'accepter le risque et qui légalement n'est pas pris en compte. Alors ce qu'aimerait faire André, je crois, c'est de faire remonter par cette pétition et signaler que la loi, ne fonctionne pas, elle ne correspond pas à la réalité des choses. Il y a d'autres initiatives qui sont faites avec une proposition de modification de loi par les députés du Gard et de l'Hérault et de Bouches-du-Rhône, je crois. Et voilà, il faut qu'on appuie toutes les bonnes volontés de vouloir faire changer ça et de nous aider. Je crois que c'est une période, alors malgré qu'on va rentrer dans des périodes électorales, nous les manadiers, on ne fait pas de politique. Moi, je suis apolitique complètement, mais toutes les personnes de quelque bord qu'ils soient et qui ont envie de nous aider, moi je prends. Voilà. Et j'ai envie que tous ensemble soient tous main dans la main pour dire, pour une fois, on va arrêter nos chamailleries, nos querelles, on va se mettre tous ensemble et on va y aller. Parce on croit qu'on est beaucoup, mais on est 3 départements, on n'est rien du tout. Alors si même entre nous, on n'arrive pas à s'unir, si on n'arrive pas à se dire, bon, allez, peu importe, on a tous des clivages, des choses, peu importe, mais c'est le moment de réellement s'unir, c'est pas que des discours, c'est qu'il faut s'unir derrière la cause. Sauvons la cause et puis après qu'ils reprennent leur querelle. oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors Renaud, je crois que tu vas recevoir les assises là. Hein, je crois qu'il y aura une belle discussion là, hein, sur. Oui, alors le 6 décembre à 18h, il y a les 3 députés du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône qui vont présenter une proposition de loi, qui veulent la présenter à l'ensemble des manadiers, des organisateurs, des participants, des municipalités. Je crois qu'ils ont invité tout le monde et de manière transpartisane et justement pour allier tout le monde derrière cette cause. Donc moi moi je leur ai fourni la salle, hein. Voilà, j'avais ma salle qui était libre, je leur fournis avec plaisir et voilà, mais je pense que c'est important qu'on se fédère derrière cette proposition de loi. Je ne sais pas si elle aboutira, mais il faut, en tout cas, ça va dans le sens, donc il faut y aller. Il faut y aller. On a besoin de tout le monde. Hein. Et voilà, il faut se serrer les coudes et voir ce qui va pas, et se remettre en question. Et de façon à partir sur un bon pied. Et que ce soit aussi les jeunes et tout. Hein. Moi, j'essaie de transmettre aussi aux jeunes, un petit peu d'expliquer. Mais bon, moi, c'est pas évident. Je vais dans les écoles. C'est toujours bien d'aller expliquer dans les écoles et tout. Mais après, il faut qu'il y ait une suite. Il faut que ces jeunes que j'ai à l'école, je les guette quand ils grandissent, qu'ils arrivent à 14, 15 ans. Alors, je vais un peu vers eux. J'ai dit, attention, hein, à la bandide, faites attention, ou il faut attraper le taureau comme ça. Enfin, je sais pas, des choses que peut-être qu'eux feraient n'importe quoi pour pas qu'ils se fassent mal, pour pas et puis pour qu'ils se régalent aussi, parce que les attrapailles, ceux qui attrapent les taureaux, ça fait partie un peu de la tradition, hein, aussi. Donc bon, il en faut. Mais après, il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que ça va aboutir, tout ça. Et puis voilà, puis on verra ce que ça donne. Le principal, c'est de prendre prendre les meilleures idées et voilà, et d'essayer d'avancer. Oui, et puis il y a les parcours qui ont été fermés, il y a des choses qui ont peut-être été faites de bonne foi au départ, mais au final qui ont complètement modifié les choses. Moi je me souviens, j'ai démarré, j'étais amateur à la manade Aubanel, la manade Henri Aubanel,
Et je me rappelle de M. Aubanel, quand on partait le matin, il nous disait oh, vous partez avec 4 taureaux, vous rentrez avec 4 taureaux ce soir. Parce que ça, justement, c'était pas fermé, donc il y avait un risque de s'échapper. Et il montait des équipes de cavaliers qui étaient aptes à mener des taureaux. C'était des vrais cavaliers qui menaient des taureaux. Aujourd'hui, alors sans dénigrer les passionnés qui montent à cheval, mais sur un parcours fermé, ben, plus ou moins, on peut faire monter un peu n'importe qui, c'est un peu moins maîtrisé, c'est un peu... Donc on a créé quelque part, on a baissé un peu le niveau de compétence de certains cavaliers, donc plus de risques d'accident. Et puis un taureau, moi j'ai jamais vu un taureau qui s'échappe, un taureau qui part. Les seuls dégâts qu'on faisait à l'époque, c'était arracher 3 souches de vigne parce qu'on avait attaché le taureau ou à la vigne, ou à un arbre, ou un panneau, ou un poteau, mais ça allait pas plus loin. Un taureau qui fuit, il s'en va, et même s'il y a quelqu'un qui croise dans la rue, il va l'éviter parce qu'il pense qu'un truc, c'est qu'à partir. Et aujourd'hui, ben, les taureaux ne pouvant plus fuir, ne pouvant plus s'échapper, et ben, forcément, ils se bagarrent, ils font mal aux gens sur le même axe. On oblige aujourd'hui les taureaux à être emboulés. Mais sauf que tous ces minots qui font 50 kilos tout mouillés, ils n'ont plus peur des taureaux. Et à l'époque, dans un village, tu avais 3 colosses du village qui étaient des forces de la nature, qui étaient capables d'arrêter des taureaux. Aujourd'hui, n'importe quel petit de 14 ans, ils sautent dessus comme des mouches, ils n'ont plus peur. Alors qu'un taureau en pointe, ben, il peut se défendre, donc tu réfléchis un peu plus, et puis tu as un peu plus de technique, et puis tu fais un peu autrement. Donc on a enlevé un peu la peur du taureau. Et donc, ben, quand il n'y a plus peur, il y a plus de prudence. C'est un peu n'importe quoi. Alors moi, je serais pour qu'on remette les taureaux intègres, c'est-à-dire cornes nues, qui puissent se défendre, et les parcours ouverts, et qui puissent s'échapper. Après, ben, aux gens d'être compétents, vigilants. Et puis, j'étais minot, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup moins d'accidents avant qu'aujourd'hui. Ça se peut. Bon, après, oui, comme on disait tout à l'heure, les gens faisaient plus attention parce que justement, c'était pas fermé. Il y avait la peur parce que c'était pas fermé. Voilà. Maintenant, on sait qu'il y a les grilles. Alors, voilà, on reste à côté. Mais à côté, parfois, le taureau, quand il rase, ben, il te prend comme beaucoup. Ça s'est passé comme ça. Et puis dans les accidents qu'on ne cite pas assez, c'est les accidents causés par les grilles. Tout simplement, il y a un gamin, je crois, dans l'Hérault. Et en mettant les grilles, il a pris les grilles sur les jambes, il est handicapé à vie. Et il y a des gens qui ont pris les bombes dans la figure et qui sont sourds. Enfin, il y a d'autres accidents aussi qui sont dus aux mesures de sécurité. Donc c'est quand même, on le dit pas assez, mais peut-être que le trop de sécurité a mis d'autres conditions dangereuses aussi. Oui, ben je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est sur ces belles paroles qu'on va un petit peu. En fait, on va faire une pause et on va aller dans un autre endroit parce qu'on a parlé un petit peu de cette nature et puis de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais là, après, on va aller dans un autre endroit et puis Renaud va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait dans cet endroit. Bon, Renaud, on est au milieu de tes taureaux. Là, hein, voilà, ils ont l'air bien. Ils nous regardent. C'est curieux, un taureau. Hein. Ils sont là, ils n'ont pas peur. Ils sont là, ils nous regardent. Et ils savent qu'on parle d'eux. C'est pour ça. Voilà. Bon, il y a plusieurs catégories dans les taureaux. Donc, explique-nous un petit peu toutes ces catégories. Alors là, on est dans les taureaux jeunes. Donc, on a les anoubles, là, les petits, les doublins, les ternins qui ont couru cette année et qu'on va castrer dans l'hiver là pour pouvoir faire des cocardiers. Puis après, il y a certains taureaux de ligue. Après, on a un autre endroit où on a les cocardiers, les taureaux confirmés. Mais voilà, la carrière d'un taureau, elle commence à 3 ans par une course en taureau neuf, voire 2 dans l'année. Alors, explique un taureau neuf. Un taureau neuf, c'est la toute première fois qu'il sort. C'est-à-dire, il découvre les arènes, il découvre tout. Donc c'est assez spectaculaire parce qu'ils sont un peu tout foufou, ils sont enfermés pour la première fois, donc ils sautent très haut, ils se demandent un peu où ils sont, il y a un peu l'effet de surprise. Déjà, on commence à avoir un peu leur caractère, leur tempérament. Après, moi, j'essaye de leur mettre une deuxième course dans l'année pour voir un peu vraiment, avec moins de surprises, comment ils évoluent. Voilà. J'aimerais bien que tu expliques, au tout début que vous sortez les taureaux, comment vous faites pour repérer un taureau qui peut par la suite être un cocardier. Alors, moi on va dire que sur la première course, je prends des indications.
mais c'est pas forcément sur la première où je vais me baser, parce qu'il y a le côté sauvagerie, il y a le côté où ils ont beaucoup d'énergie et qui peut tromper. Sur la seconde course, déjà, on a plus d'indications, parce qu'on voit vraiment s'ils ont envie de se battre, on commence à avoir un peu plus d'indices. Et après, je pourrais dire qu'il faut qu'on soit même des fois des inspecteurs, des fins limiers, parce que c'est pas forcément les taureaux qui sont bons jeunes qui font des grands taureaux. Et il y a des taureaux qui sont très spectaculaires et très bons assez vite, mais peut-être que ceux-là, ils ont tendance à moins durer. Et les taureaux qui deviennent des taureaux vedettes ou des taureaux importants, ils peuvent passer par des passages à vide, par des moments où carrément ils vont slalomer en travers les raseteurs, pas vouloir voir un type sauter, beaucoup s'évader en contre-piste. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien voir toutes les courses de mes taureaux, parce qu'il y a toujours un moment dans la course où on peut voir un détail, on peut voir un geste qui nous montre que le taureau il a quand même un peu de qualité. Voilà. Donc souvent, moi j'ai sur mon élevage, des taureaux avec un passage à vide entre 4, 6, 7 ans. Ça dure assez longtemps, hein, mais tous les taureaux que j'ai sortis, qui ont été de niveau correct, ça a été des animaux à défaut. C'est-à-dire qui ont commencé pas forcément très bien, et puis hop, à un moment donné, ils s'enclenchent, ils démarrent, et puis après c'est bon. Voilà, après c'est parti. Je pense qu'il y en a que ça va plus vite. En fait, moi je dis que le taureau, enfin les bêtes, c'est comme l'être humain, ça a un caractère, et il y a des caractères qui sont plus forts que d'autres. Donc, et j'aimerais que tu expliques à travers ces taureaux, puisqu'on parle du taureau, quand ils sont dans l'arène, ces hommes en blanc, à quoi ils servent? Il y a des gens, quand on parle de raseteur, ils ne savent pas ce que c'est qu'un raseteur. Donc, puisque nous parlons du taureau en piste, ce sont les arènes, voilà, qu'est-ce que c'est ce raseteur? Qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu? Le jeu qu'il y a avec le taureau? Alors, le raseteur, c'est un sportif qui est passionné aussi, forcément. Et son objectif à lui, c'est basiquement de ramasser sur la tête du taureau les attributs, c'est-à-dire une cocarde qui est un bout de tissu rouge attaché par des ficelles, des glands qui sont des pompons tenus par des élastiques, et des tours de ficelle qu'on a mis sur les cornes des taureaux et qui ont une valeur de points et d'argent. Mais au-delà de ça, ils doivent le faire de manière la plus esthétique possible, la plus artistique possible et la plus en harmonie avec le taureau. Et les grands raseteurs sont ceux qui arrivent à allier l'efficacité de pouvoir ramasser un attribut et donner du spectacle et donner la chance au taureau et flirter entre les deux, entre voilà, je te prends l'attribut, mais je me fais poursuivre le plus longtemps possible, un coup de barrière derrière, une belle action. Un coup de barrière, c'est quand le taureau poursuit le raseteur au-delà des barrières. Donc il peut sauter après ou faire une grosse action à la planche. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est les grands taureaux, sont ces taureaux-là, des taureaux spectaculaires, qui donnent de l'émotion aux gens. Et même nous, on a des gîtes, Thomas, et on a des touristes qui viennent dans l'été, qu'on amène voir des courses. Mais il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour voir le bon taureau. Le bon taureau, il transmet de l'émotion et il la transmet à tout le monde, qu'on soit expert ou pas. Alors certes, un expert va peut-être voir plus de choses, plus de détails, mais l'émotion, quand les choses sont bonnes, elles sont ressenties par tous et par tout le monde. Donc voilà, donc ces taureaux-là, ensuite, ils peuvent faire une carrière qui peut aller jusqu'à 15 ans. 15 ou 16 ans même, et voilà, ces taureaux-là, ils ont quand même un mode de vie qui est pas commun, où ils sont élevés en pleine nature toute l'année. Ils travaillent, un taureau qui court beaucoup, il fait 6-7 courses par an, donc ça fait grosso modo 2h30 de travail par an, un travail effectif. Je pense que tu en fais plus que eux, moi aussi, et l'ensemble des spectateurs aussi. Donc voilà, c'est des animaux qui sont bien traités, qu'on soigne. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où c'était peut-être un peu plus compliqué pour moi de manger que de faire manger mes bêtes, parce que voilà, la priorité c'est eux. On fait des sacrifices pour soigner nos bêtes que des fois on ne fait pas pour nous. Des fois, en fait, si on veut un résultat, on se consacre à nos bêtes. Ouais, c'est une vocation. Ouais. Je voulais dire aussi, ces hommes en blanc qu'on appelle raseteurs, avec quoi ils attrapent les... J'aimerais qu'on explique aux gens comment ils vont chercher ces attributs que tu as expliqués. Alors ils ont dans la main, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais dans la main ils ont un petit crochet en fer, en bois en partie, où ils mettent leurs doigts, des petits crochets, c'est comme un peigne, en fait, un peigne un peu élargi. Hein. Au début ça s'appelait un peigne. Le peigne, ouais, ça s'appelle le peigne. Là, il y a eu différentes formes au fil du temps et des années qui ont évolué.
Alors aujourd'hui, c'est très réglementé. Il y a pour les raseteurs d'école taurine, il y a un certain type de crochet. Ensuite, en ligue, il y a un deuxième type. Puis après, les rosaces, ils ont encore d'autres types parce qu'ils maîtrisent plus leurs gestes, etc. Ça reste un outil qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. Donc il faut une maîtrise et il faut une bonne technique qu'ils ont pour la plupart pour pouvoir enlever sur les parties frontales du taureau qui sont osseuses. Donc Oui, ça risque rien. voilà, ça risque rien. Après, il peut y avoir, ça arrive, qu'il y ait des gestes malencontreux. Bon, tout le monde en est désolé, hein, c'est pas le... Un incident, que ce soit un être humain ou un animal, arrive toujours. Les animaux, parfois, les taureaux entre eux, parfois ils se battent et parfois ils se tuent entre eux. Mais ça fait partie de la nature, ça fait partie. C'est vrai qu'on plaint toujours, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, ces taureaux, c'est une belle bête que nous aimons tant et qui nous font régaler les dimanches dans les arènes. Bon voilà, alors mais Renaud, viens, tu peux venir là. Bon, on est parti de la nature, on est venu s'enfermer dans une sellerie, voilà. Alors je suis avec Gaël qui est ton neveu, c'est ce que je comprends, de la famille, Oui. voilà. Et Gaël, il fait les selles et puis il va nous en parler. Comment on fait une selle, peut-être, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Mais bon, quand c'est un travail et que c'est la passion, c'est jamais compliqué. Hein. C'est ça, oui, c'est surtout un métier en fait. Donc nous on est sellier, poronnier et arçonnier, c'est-à-dire qu'on fabrique de A à Z aussi l'arçon. Donc on démarre par ça, il y a tout un travail de menuiserie, etc. Par la suite on travaille justement le cuir où il y a tout un process de mise en place pour arriver à construire une selle. Et par la suite, voilà, on vient la monter tout doucement. Alors, il y a quoi qui accompagne la selle? Tu fais que la selle ou tu fais le... Absolument, enfin, plus ou moins tout. On fait justement après tout ce qui est l'harnachement extérieur à la selle, donc la briderie, les tapis, etc. On est aussi éperonnier, ce qui veut dire qu'on fabrique aussi des tridents, des mors, des éperons, des étriers, etc. Et ici, tout le monde peut venir? Enfin, je veux dire, parce que ça a l'air d'être comme un petit magasin. Je vois que de ce côté, s'il peut filmer, il y a des gilets de Camargue, des pantalons, et puis plein de belles choses. La selle, hein, voilà. Alors, vous avez une selle qui est usée. Et puis, tu vas nous dire deux mots sur cette selle un petit peu originale, si tu veux. Originale. Enfin, moi, je la trouve originale. Hein, voilà. Donc, comment t'es venu l'esprit de faire une selle comme ça? Alors en fait c'est que tout le temps on suit des commandes et que pour une fois on avait besoin d'un modèle d'exposition, donc on a un petit peu suivi nos idées. Et là justement c'est un modèle qui est en cuir retourné, c'est-à-dire qu'on n'a pas la fleur du cuir, on a l'envers. Voilà, c'était un petit peu pour arriver à sortir un petit peu des mœurs tout simplement et faire quelque chose exactement, oui c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Alors moi je ne savais pas, Renaud, que chez toi, il y avait ça, en fait. Voilà, je découvre. Alors si vous venez chez Renaud Venuesa, et ben voilà, vous trouverez... Alors il y a la belle salle où on va aller, puisqu'on va parler de cette salle et ce qu'il lui fait dedans. Mais je ne savais pas qu'à l'étage, il y avait une petite usine sur la Camargue, sur les selles, enfin, voilà, tout ce qui concerne du cheval. Et puis même, je ne sais pas si c'est des foulards là-bas, camarguais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je découvre, il faut continuer. Hein, il faut continuer dans cet esprit-là. Et puis peut-être que ça fera venir un peu les gens. Bon ben Renaud, voilà, nous sommes dans ta salle. Hein, on va finir cette émission par cette jolie salle. Ça me plaît beaucoup, le plafond. Comme il est. Tu l'as filmé, Alain? Bon, c'est très bien. Alors, une jolie salle avec des jolis tableaux.
Alors, qu'est-ce que tu fais de ta salle? Je suppose que tu la loues, hein? Oui, alors nous on la loue pas énormément, on la loue ponctuellement de temps en temps quand l'occasion se présente. Là, c'est tout l'hiver, et on la loue à des amis qui organisent les hivernales, Pascal d'Aiguevive, et qui organise les jeudis d'Aubé. Et pour l'hiver, je cherche un endroit justement pour pouvoir que les gens puissent continuer à se rencontrer, à faire la fête, à manger un morceau. Donc le dimanche, c'est sympathique. Il y a des food trucks qui sont là, qui font de la bonne bouffe. Il y a des coups à boire, c'est sympa. Il y a toujours un chanteur, une animation musicale. Il y a des artistes différents tous les dimanches. Donc voilà, c'est un rendez-vous alors qui démarre. Bien évidemment, il faut que la sauce se prenne et le temps que ça s'installe. Mais voilà, donc... nous, voilà, c'est un lieu qui sert à ça, qui va nous servir là pour le 6 pour cette réunion importante aussi. Voilà, c'est un lieu festif, c'est un lieu de rencontre et qu'on essaie de louer. Après, on a un autre endroit qui est la Laupe, qui est plus dans les prés là-bas et qui est plus pour l'été, on va dire. Plus authentique, qui correspond plus à l'image de la manade, bien sûr. Mais voilà, donc c'est un peu l'utilité de cette salle et c'est un peu le but. Voilà, écoutez, voilà, si vous voulez faire une location, si vous voulez voir Renaud, voilà. C'est joli, c'est très joli. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas qu'en haut, il y avait à l'étage une sellerie. Donc comme ça, vous pourrez visiter la sellerie. Et puis si ça vous dit, il y a tellement de belles choses que vous achèterez toujours quelque chose. Allez, on arrive à la fin. Alors moi, je voudrais quand même préciser que Renaud, tout à l'heure, parlait de sa fille, quand elle était petite, qu'on la voyait sur le cheval derrière Renaud. Mais il y a aussi ta maman qui se costume. On se retrouve beaucoup et je trouve ça extraordinaire parce que la famille est en plein dans la passion, dans les traditions et voilà, donc je tenais à le dire parce que le costume, j'adore le costume, donc voilà. Je pense que nos Arlésiennes font un travail remarquable qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, et je pense qu'un jour, il faudrait vraiment leur rendre un grand hommage parce que c'est vraiment c'est une image fantastique et magnifique de notre culture. Et alors on les utilise, on les fait venir chaque fois qu'il y a un événement pour rendre hommage aux raceteurs, pour rendre hommage aux taureaux, pour rendre plein de choses. Mais je pense qu'un jour, il faudrait leur rendre un hommage à elles parce qu'elles méritent vraiment, des plus jeunes, des toutes petites aux plus âgées. Le temps qu'elles mettent pour se préparer, etc., elles le mériteraient vraiment. Et c'est un truc que j'ai dans un coin de la tête et un jour j'aimerais bien le faire. Alors nous on l'avait fait déjà. On l'avait fait pour parler sur le costume avec Carole une fois, mais je trouve qu'on ne parle pas assez d'elle. Moi, j'essaie de les mettre en avant parce que j'adore le costume. Mais on a fait une émission au tout début, on a fait il y a 2 ans à peu près, on a fait une émission sur le costume. D'ailleurs, qu'il faudrait refaire, peut-être, si un jour Renaud, tu as envie qu'un groupe vienne ici, pourquoi pas le faire ici. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce costume qui dans les arènes, enflamme les arènes aussi. Il y a le taureau qui enflamme et c'est un tout qui fait qu'on a une belle tradition, une belle culture. Sur ces belles paroles, qu'on va se séparer. Merci Renaud de nous avoir accueillis chez toi. Et puis, comme je dis à chaque fois, je vous fais plein de poutous. Avec tes taureaux, tes chevaux et leurs abrivados, et tes traditions, tes passions.